Dans le royaume de Zambora, un roi nommé Malako régnait avec une autorité absolue. Plus qu'un simple monarque, il était également un sorcier puissant, capable de communiquer avec les esprits et de manipuler les forces de la nature. Cependant, malgré son pouvoir, Malako ressentait un vide profond, une solitude pesante qui le suivait partout. Un jour, lors d'une cérémonie sacrée sous le majestueux baobab ancestral, les oracles du royaume révélèrent une prophétie inquiétante. Ils annoncèrent que Malako trouverait l'amour, mais que cet amour risquerait de provoquer la ruine de son royaume. Pour éviter ce destin funeste, il devrait découvrir la légendaire Terre Promise, un lieu mystique où les esprits pourraient être apaisés. Peu après, une femme mystérieuse du nom d'Amaya arriva au palais en tant qu'ambassadrice d'un clan rival. Sa beauté envoûtante et son aura énigmatique capturèrent immédiatement l'attention de Malako. Mais Amaya n'était pas une simple diplomate. Elle portait en elle une magie ancienne, transmise par son peuple, jadis anéanti par les ancêtres de Malako. Bien qu'elle ait juré de venger son clan, elle se retrouva irrémédiablement attirée par le roi. Malako et Amaya commencèrent à se voir en secret, dans une clairière illuminée par la pleine lune. Leur amour interdit attira rapidement l'attention des esprits du royaume, provoquant une série de catastrophes. Les récoltes périrent, les rivières se tarirent, et des ombres inquiétantes envahirent les villages. Les anciens du royaume exigèrent que Malako mette fin à cette liaison et épouse une femme choisie par le totem royal. Mais, refusant d'abandonner Amaya, il prit une décision audacieuse, partir en quête de la terre promise pour sauver son royaume. Le voyage fut périlleux. Malako et Amaya traversèrent des territoires maudits, affrontèrent des créatures surnaturelles et surmontèrent des épreuves qui testèrent leur amour et leur courage. Une nuit, autour d'un feu de camp, Amaya révéla un terrible secret, elle était maudite. Tout être qui tombait amoureux d'elle était condamné à une mort certaine. Mais Malako, déterminé à briser cette malédiction, jura de la protéger à tout prix. Au cœur d'une forêt enchantée, ils rencontrèrent un chaman ancien qui leur révéla une vérité troublante, la terre promise n'était pas un lieu physique, mais un état d'âme. Pour l'atteindre, Malako devait affronter ses propres démons et se sacrifier pour le bien de son peuple. Pendant ce temps, au royaume, un conseiller proche de Malako, envieux de son pouvoir, s'allia à des forces obscures pour usurper le trône. Lorsque Malako et Amaya revinrent, ils trouvèrent leur peuple plongé dans le chaos. Une bataille titanesque s'ensuivit. Sous l'arbre ancestral du royaume, Malako affronta son ancien conseiller, maintenant possédé par une entité maléfique. Dans un ultime acte de bravoure, il utilisa sa propre magie pour détruire la force obscure, brisant ainsi la malédiction d'Amaya. Cependant, ce sacrifice affaiblit considérablement Malako. Après leur victoire, Malako réalisa que l'amour et la magie pouvaient coexister, mais à un prix élevé. Il renonça à son trône, le confiant à un dirigeant plus sage, et choisit de vivre une vie simple avec Amaya. Ensemble, ils s'installèrent dans un village reculé, où Malako devint un conseiller pour les jeunes rois, tandis qu'Amaya enseignait l'art de la magie à ceux qui avaient un cœur pur. Alors que la paix semblait enfin durable, le conseiller traître, exilé après sa défaite, revint avec une armée de créatures des ténèbres. Malako, bien que retiré, reprit les armes pour défendre son peuple une dernière fois. Amaya, à ses côtés, invoqua une puissante magie protectrice qui sauva le village. Ensemble, ils triomphèrent définitivement du mal. Après cette ultime bataille, Malako et Amaya furent reconnus comme les gardiens éternels de Zambora. Leur histoire devint une légende transmise de génération en génération, inspirant les peuples à croire en l'amour, en la magie, et au pouvoir du sacrifice pour un avenir meilleur. Dans le quartier vibrant de Trècheville, à Abidjan, une femme nommée Maman Kadi était devenue la coiffeuse la plus prisée de la ville. Son salon, niché dans une petite ruelle bordée de marchands et de vendeurs de fruits, attirait une clientèle variée, des jeunes filles en quête de tresses modernes, des femmes venues pour des coiffures traditionnelles, et même des célébrités locales. Maman Kadi était une artiste. Ses coiffures étaient si impeccables que beaucoup disaient qu'elle avait un don. Mais ce que personne ne savait, c'était que ce talent exceptionnel cachait un secret sombre. Maman Kadi portait toujours un bracelet en ébène, orné de gravures mystérieuses. Personne ne l'avait jamais vu sans ce bijou. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un simple accessoire de mode, mais les anciens du quartier, qui connaissaient les mystères des traditions, chuchotaient qu'il renfermait un pouvoir étrange. Peu à peu,
Des rumeurs commencèrent à circuler. Les clientes, après avoir quitté le salon, se plaignaient d'une fatigue inexpliquée. Leur énergie semblait s'évaporer, mais aucune n'aurait jamais pensé à relier cela aux mains habiles de Maman Kadi. Tante Adjoua, une femme âgée et respectée du quartier, était connue pour son savoir sur les pratiques anciennes et les secrets du passé. Elle fut rapidement alertée par les comportements inhabituels des clientes du salon. Intriguée, elle décida de surveiller Maman Kadi. Une nuit, sous le prétexte de se faire tresser pour un événement, elle se rendit au salon. Alors que Maman Kadi travaillait, Adjoua fixa son bracelet et lui demanda avec autorité. « Dis-moi, d'où vient ce bracelet ?» Face à la question, Maman Kadi devint nerveuse. Sous l'insistance d'Adjoua, elle finit par avouer la vérité. Des années auparavant, dans un moment de désespoir et de pauvreté extrême, elle avait consulté un marabout. Ce dernier lui avait offert le bracelet, affirmant qu'il lui donnerait un talent sans égal. En échange, il absorberait une partie de la vitalité de ses clientes. Ce pouvoir lui avait permis de bâtir son succès, mais au prix de l'énergie des autres. Adjoua, horrifiée mais compatissante, proposa d'aider Maman Kadi à se libérer de cette malédiction. Les deux femmes se rendirent dans un ancien sanctuaire près de la lagune ébriée. Là, sous un grand fromager, Adjoua utilisa ses connaissances ancestrales pour invoquer les esprits et purifier le bracelet. Une lumière éclatante émana du bijou, et il se brisa en 1000 morceaux. Le vent emporta les fragments, et la lagune, calme et lumineuse, sembla les absorber. De retour à Trècheville, Maman Kadi continua son métier, mais cette fois avec un cœur sincère. Ses coiffures, bien que désormais dénuées de magie, restaient magnifiques, et son salon devint un lieu où les femmes venaient non seulement pour se faire belles, mais aussi pour retrouver confiance et joie de vivre. Quant à Tante Adjoua, elle continuait de veiller sur le quartier, s'assurant que les enseignements des traditions anciennes soient toujours respectés. Depuis ce jour, Maman Kadi n'était plus seulement une coiffeuse talentueuse, mais une femme réconciliée avec son passé, offrant à ses clientes bien plus que des coiffures, une part de son humanité retrouvée. Dans un quartier vivant d'Abidjan, vivait Goyo, une femme d'une quarantaine d'années connue pour ses haricots cuits à la perfection. Tous les matins, elle dressait son stand sur la grande place, attirant une foule de clients fidèles. Ces haricots, servis avec un accompagnement de gari croustillant, étaient réputés pour leur saveur unique. Les habitants ne pouvaient s'empêcher de revenir jour après jour, enchantés par ce goût particulier qui semblait irrésistible. Cependant, derrière ce succès culinaire se cache un secret inimaginable. Goyo, malgré son sourire accueillant et son apparence modeste, cachait un comportement pour le moins choquant. Tout a commencé lorsqu'une jeune fille du quartier, curieuse de découvrir le secret des haricots de Goyo, la suivit discrètement à son insu. Ce qu'elle vit dépassait l'entendement. Dans sa petite cuisine de fortune, Goyo mélangeait ses excréments avec les haricots qu'elle préparait. La jeune fille, horrifiée, courut raconter ce qu'elle avait vu aux autres habitants. La rumeur se propagea rapidement dans le quartier, créant une onde de choc parmi les clients fidèles de Goyo. Les habitants, choqués et écœurés, décidèrent de confronter la marchande. Lorsqu'ils l'accusèrent, Goyo nia d'abord en bloc, mais face à la pression et aux témoignages croissants, elle finit par avouer. Elle révéla que cette pratique venait d'une croyance informée dans un autre village. Selon elle, ajouter ces excréments à la nourriture rendrait les clients dépendants et fidèles. Elle pensait que cela assurerait son succès et son commerce florissant. Le quartier, outré, se réunit pour décider du sort de Goyo. Après de longues discussions, il fut convenu qu'elle devait quitter le quartier pour toujours. Son stand fut délit, et elle fut bannie, contrainte de partir seule avec ses maigres affaires. Les habitants, encore traumatisés par cette découverte, décidèrent de tirer une leçon de cette expérience. Ils mirent en place des mesures pour vérifier la propreté et l'hygiène des vendeurs, jurant de ne plus jamais consommer de nourriture sans être sûr de son origine. Goyo a disparu, et son histoire est devenue une légende urbaine, racontée comme un avertissement aux générations futures. Elle rappelle que la confiance est précieuse et que les actes malhonnêtes, même cachés, finissent toujours par être révélés. Ainsi, son nom reste gravé dans les mémoires, non pas pour ses haricots, mais pour la trahison qu'elle avait infligée à son propre quartier. Au cœur d'un village africain entouré de montagnes imposantes et de forêts luxuriantes, un drame se prépare. Nyana, la fille du chef de la tribu, est promise à Maro, un guerrier respecté et redouté pour sa force. Mais son cœur appartient à Lomé, un forgeron humble et doux, connu pour ses mains habiles et son esprit noble.
Depuis des mois, Niana et Lomé se rencontrent en secret sous un grand baobab, là où seuls les oiseaux sont témoins de leur amour interdit. Un soir, alors que le soleil se couche et que l'ombre du baobab s'étire sur la savane, Lomé prend la main de Niana. « Nous ne pouvons plus vivre ainsi, cachés comme des voleurs, lui murmure-t-il. Niana, les larmes aux yeux, répond « Alors fuyons, Lomé. Quittons ce village et trouvons un endroit où notre amour sera libre. » La décision est prise. Cette nuit-là, ils quittent le village, leur cœur battant à l'unisson, mais conscients des dangers qui les attendent. Le lendemain matin, le village se réveille en alerte. Niana est introuvable, et l'absence de Lomé ne fait qu'attiser la colère. Maro, furieux d'avoir été humilié devant la tribu, rassemble un groupe de guerriers. « Je ramènerai Niana, et celui qui l'a prise subira le jugement des ancêtres », déclare-t-il avec une détermination farouche. Pendant ce temps, Niana et Lomé avancent dans la forêt dense, cherchant refuge. Ils atteignent une clairière paisible où coule une rivière scintillante. Assis au bord de l'eau, ils échangent des promesses d'amour éternel. Mais leur répit est de courte durée. Au loin, ils entendent le son des tambours de guerre qui résonnent dans les montagnes. Les guerriers sont sur leurs traces. Niana, inquiète, regarde Lomé. « Nous ne pourrons pas fuir éternellement. » Lomé, posant une main rassurante sur son épaule, répond « Peu importe ce qui arrive, je resterai toujours à tes côtés. » Alors que le soleil décline, les tambours se rapprochent. Le couple sait qu'il doit faire face à son destin. Mais ils ignorent encore que cette confrontation marquera à jamais l'histoire de leur tribu. Lomé, un simple forgeron, sait qu'il ne peut plus fuir. Il se dresse face à Maro, armé seulement de son marteau, tandis que Maro brandit sa lance et son bouclier, imposant et sûr de sa victoire. « Tu n'es rien, Lomé. Rien de plus qu'un voleur sans honneur, » tonne Maro, sa voix résonnant dans la vallée. Lomé, malgré sa peur, répond calmement « Je me bats non pas pour moi, mais pour elle. Si je dois mourir, ce sera en sachant que j'ai protégé notre amour. » Le duel commence. Maro frappe avec force, mais Lomé, usant de son agilité et de son expérience de forgeron, esquive et contre-attaque avec ingéniosité. Le combat semble inégal, mais Lomé parvient à fissurer le bouclier de Maro d'un coup bien placé, surprenant le guerrier. Alors que Maro redouble d'agressivité, un coup puissant désarme Lomé, le mettant à genoux. Avant que Maro ne puisse porter le coup fatal, Niana se place entre eux, les bras écartés, défiant Maro. Dans un village reculé d'Afrique, deux clans ennemis, les Nyanga et les Bakiri, se déchirent depuis des générations. La haine entre eux est alimentée par une légende ancienne, un amour interdit, des âmes damnées, et une terre maudite. Cette malédiction repose au pied d'un arbre colossal, le baobab sacré, entouré de fleurs rouges que l'on dit nourries par le sang des victimes des querelles passées. Amani, fils du chef des Nyanga, est un jeune chasseur respecté pour son courage. Une nuit, tandis qu'il pourchasse un léopard dans la forêt interdite, il croise Yelena, fille du chef des Bakiri, en train de cueillir des herbes médicinales sous la lumière pâle de la lune. L'arbre sacré, immense et imposant, les surplombe. Une étoile scintille plus intensément que les autres, comme un mauvais présage. « Les étoiles te guident elles aussi ?» demande Amani, brisant le silence. « Non, elles avertissent » murmure Yelena. « Pars. Cette rencontre ne peut mener qu'au malheur. » Mais leurs âmes s'attirent, irrésistiblement. Ignorant les interdits de leur clan, ils commencent à se voir en secret, se retrouvant chaque nuit sous l'arbre sacré. Leur amour fleurit, aussi vibrant et dangereux que les fleurs rouges qui tapissent le sol. Peu après le début de leur liaison, des signes de malédiction apparaissent. Les rivières se teintent de rouge, des corbeaux noirs survolent le village, et les enfants pleurent la nuit, murmurant qu'ils entendent des voix chuchoter leur nom. Les villageois des deux clans sont terrifiés. Les anciens, inquiets, organisent une réunion pour consulter Mganda, un sorcier vivant dans une grotte à la lisière de la forêt. Lors de la cérémonie, Mganda, vêtu de noir, entre en transe. Il verse un mélange de sang animal et d'herbes maudites sur un tambour ancien. Une voix gutturale, semblant sortir de la terre elle-même, s'élève. Leur amour est une abomination. Leurs vies doivent être offertes aux esprits pour réparer ce qui a été brisé. Le verdict plonge les deux clans dans une frénésie de haine et de peur. Amani et Yelena sont capturés, leurs liens dénoncés. Ils sont enchaînés et conduits au pied de l'arbre sacré sous une lune rouge sang, pour y être sacrifiés. Dans la nuit,
Entourés par les villageois tenant des torchers, les deux amoureux se tiennent par la main. Le sorcier Mganda, ses yeux brillants d'une lueur étrange, lève une lame sacrificielle. Yelena, dans un dernier acte de désespoir, murmure une prière interdite apprise de ses ancêtres. L'esprit, prenez mon âme, mais épargnez-lui la souffrance. Soudain, un vent violent souffle à travers la clairière. L'arbre sacré s'illumine d'une lueur rouge, et des ombres spectrales jaillissent de ses branches, hurlant dans une langue oubliée. Les fleurs rouges fanent en un instant, et les villageois, terrifiés, tentent de fuir. Les esprits des ancêtres, réveillés par le sang des amoureux, attaquent aveuglément, répandant le chaos. Lorsque le jour se lève, le village est silencieux. L'arbre sacré est réduit à un tronc noirci, mais autour de lui s'étend un champ de fleurs rouges si intenses qu'elles semblent baignées de sang. Au centre, Amani et Yelena reposent, enlacés, leurs visages apaisés dans la mort. Les deux clans, hantés par leurs actes, abandonnent le village, le déclarant terre maudite. On raconte que, les nuits de pleine lune, on peut entendre des murmures doux autour du champ de fleurs rouges, et que deux silhouettes translucides, main dans la main, dansent sous les étoiles. Dans le petit village d'Abongou, niché au cœur de la savane africaine, Noël était une fête aussi attendue que redoutée. Pour les enfants des familles aisées, c'était l'occasion de recevoir des présents somptueux, tandis que les enfants pauvres regardaient, de loin, leurs camarades s'émerveiller devant des cadeaux auxquels eux n'auraient jamais droit. Cette année-là, une ombre mystérieuse s'abattit sur le village, transformant cette fête en un cauchemar inoubliable. La veille de Noël, alors que tout le village dormait, une silhouette encapuchonnée parcourut les ruelles sombres, déposant des cadeaux devant chaque maison. Même les plus pauvres, qui n'avaient jamais reçu quoi que ce soit, trouvèrent des paquets emballés de rubans dorés sur le seuil de leur hutte. Au lever du jour, des cris de joie s'élevèrent dans tout le village. Les enfants, émerveillés, déballèrent des jouets, des instruments de musique et des objets précieux. Mais ce bonheur fut de courte durée. Moussa, un garçon curieux, commença à jouer avec une flûte en bois trouvée dans son paquet. À peine avait-il soufflé dedans que des serpents apparurent, surgissant de nulle part, se glissant silencieusement vers lui. Mariama, une jeune fille connue pour son amour de la beauté, reçut un miroir étincelant. En le regardant, elle vit des ombres se former derrière elle, des murmures sinistres résonnant dans sa tête. Chaque enfant qui avait touché son cadeau ressentit un changement, des forces sombres semblaient prendre possession de leur esprit. Aïcha, une jeune fille au cœur pur, fut la première à remarquer que quelque chose n'allait pas. Contrairement aux autres, elle n'avait pas reçu de cadeau. Sa famille, trop pauvre pour même espérer une telle surprise, avait trouvé son seuil vide. Mais au lieu d'éprouver de l'envie ou de la jalousie, Aïcha sentit une étrange inquiétude. Elle observa ses amis, autrefois joyeux, se transformer, Moussa devint distant et irritable, Mariama fixait son miroir pendant des heures, et d'autres enfants, possédés par leurs jouets, semblaient oublier leurs proches. Une nuit, Aïcha rêva d'une vieille femme vêtue de blanc, qui lui parla d'une ancienne malédiction. Selon la légende, un sorcier, banni du village il y a des années, avait juré de se venger. Il avait utilisé Noël pour piéger les enfants avec des cadeaux enchantés, chacun chargé d'un pouvoir destructeur. La vieille femme lui révéla que seul le baobab sacré, symbole de la sagesse et de la protection du village, pouvait briser cette malédiction. Résolue à sauver ses amis, Aïcha se confia à son grand-père, un ancien conteur respecté. Ensemble, ils rassemblèrent les enfants sous le grand baobab. Mais ce ne fut pas facile, certains, comme Mariama, refusaient de se séparer de leurs objets. Pire encore, ils commencèrent à attaquer ceux qui tentaient de les convaincre, comme si les cadeaux avaient pris le contrôle total de leur esprit. Dans une ultime tentative, Aïcha décida de se confronter directement au sorcier. Elle le trouva dans une grotte sombre, au cœur de la forêt interdite. Le sorcier, une figure imposante aux yeux rouges étincelants, lui proposa un pacte: s'il récupérait une relique sacrée cachée sous le baobab, il lèverait la malédiction. Mais Aïcha, guidée par son instinct, comprit que céder cette relique détruirait l'âme même du village.
De retour au baobab, Aïcha et les enfants qui avaient retrouvé leur lucidité organisèrent une cérémonie. La vieille femme en blanc, réapparue comme une vision, les guida dans un rituel. Chaque enfant devait affronter ses pires peurs pour se libérer de l'emprise des cadeaux. Moussa fit face à un serpent géant, symbole de ses doutes et de ses peurs. Mariama brisa le miroir, détruisant l'illusion de perfection qui l'avait enfermé. Un à un, les enfants purifièrent leur esprit sous la lumière protectrice du baobab. Le sorcier, témoin de cette scène, fut bouleversé. Il avoua qu'il avait été lui-même victime d'une injustice, autrefois un chef spirituel respecté, il avait été accusé à tort de trahison et banni. Sa vengeance n'était qu'une réponse à la douleur qu'il avait subie. Aïcha, dans un acte de compassion, lui tendit la main. Elle lui proposa de revenir au village non comme un ennemi, mais comme un protecteur du baobab sacré. Dans un dernier éclat de lumière, la malédiction fut levée. Les cadeaux disparurent, et les enfants retrouvèrent leur innocence. Noël, cette année-là, ne fut pas célébré avec des objets, mais avec des rires, des danses et une profonde gratitude. Le sorcier, désormais réconcilié avec le village, devint le gardien du baobab, veillant à ce qu'aucune ombre ne plane plus jamais sur Abangu. Dans le royaume du Moya, sous le joug impitoyable d'un empire occidental, l'espoir d'un peuple asservi repose sur une ancienne prophétie oubliée. Les sages murmuraient qu'un enfant marqué par une étoile rouge sur le front naîtrait pour unifier les tribus et libérer le continent de l'oppression. C'est par une nuit de pleine lune, alors qu'un éclair fendait le ciel, qu'Aïcha vit le jour. Sa naissance fut entourée de mystères, marquée par un signe distinctif, une étoile rouge brillant faiblement sur son front. Mais ce miracle attira l'attention des colons, déterminés à écraser toute lueur de résistance. Lorsqu'ils apprirent l'existence de la prophétie, leur armée envahit le village d'Aïcha. Sa mère, Nia, protectrice farouche, sacrifia sa vie pour sauver son enfant, l'envoyant en exil dans la forêt interdite de Kilanda, un sanctuaire ancestral où les esprits veillaient. Dans cet endroit sacré, Aïcha grandit, guidée par les murmures des ancêtres et par un vieux sage nommé Babu, dernier gardien des traditions oubliées. Pendant des années, elle apprit les secrets de la nature, des chants mystiques capables de réveiller les forces endormies de la terre, et la sagesse des anciens. Mais au-delà de ses pouvoirs, elle développa une foi inébranlable en l'unité de son peuple, fragmentée par des décennies de divisions imposées par les colonisateurs. À l'aube de ses 18 ans, Aïcha, désormais prête à embrasser son destin, quitta la forêt pour rassembler les tribus. Son voyage la mena auprès des guerriers du royaume de Loanga, un peuple fier et indomptable, qu'elle impressionna en triomphant d'un combat rituel. Elle rencontra ensuite les gardiens des eaux du clan Magi, qui refusèrent de l'écouter jusqu'à ce qu'elle chante près d'une rivière asséchée, provoquant une inondation miraculeuse. Enfin, elle rallia les forgerons d'Ankara, esclaves des colons, en délivrant un discours enflammé qui ranima leur courage. Avec les tribus unies, Aïcha devint le symbole de la résistance. Ensemble, ils défièrent l'Empire lors d'une bataille décisive. Les colonisateurs, sentant leur pouvoir vaciller, usèrent de sorcellerie noire, invoquant des créatures effrayantes pour briser l'élan des révolutionnaires. Mais Aïcha, connectée à la force des ancêtres, utilisa le chant des origines, une mélodie ancestrale capable de réveiller la terre elle-même. Alors qu'elle chantait au sommet d'une colline, une énergie lumineuse jaillit du sol. Les arbres sacrés se mirent en mouvement, les racines géantes détruisant les machines coloniales. La terre trembla, et les esprits des ancêtres apparurent sous forme d'éclats lumineux, effaçant les forces sombres invoquées par l'Empire. La victoire fut totale, mais elle ne fut pas sans sacrifice, de nombreux alliés tombèrent, et Aïcha dut affronter sa propre peur pour guider les siens. Après la guerre, les chefs des tribus, désireux de couronner Aïcha comme reine, furent surpris lorsqu'elle refusa. Réunissant tout le monde sous un grand baobab sacré, elle déclara : « Je ne suis pas ici pour régner, mais pour rappeler que cette terre appartient à tous. Prenons soin d'elle comme elle a pris soin de nous. » Aïcha disparut dans la forêt, mais son héritage perdura. Les nations africaines, désormais unies, bâtirent une société libre et prospère, guidée par la mémoire des ancêtres et le sacrifice de leurs héros. La légende d'Aïcha, porteuse du chant des ancêtres, devint un conte raconté de génération en génération, une lueur d'espoir pour tous ceux qui luttent contre l'injustice.